Nous voici en face de Voyelles d'Arthur Rimbaud. Alors si on a pu se poser la question pendant toute la première partie de savoir ce qu'était un poème, là il nous est pas permis de douter. C'est écrit en dessous Arthur Rimbaud. C'est donc de la poésie. Voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles. Je dirai quelques jours vos naissances latentes. A. Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc frisson d'ombelle. I. Pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U. Cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O. Suprême clairon plein d'estrideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O. L'oméga, rayon violet de ses yeux. Arthur Rimbaud. Ouais, c'est de la poésie donc. Bien. Arthur Rimbaud, ce petit con, a toujours dit qu'il y avait un truc à voir dans ce poème. Sans jamais dire quoi. Et par conséquent, des dizaines d'étudiants, de chercheurs se sont brisés les yeux et le cerveau pour lire et relire et voir enfin le fin mot de Voyelles. Si ça se trouve, dit mon copain Laurent, il a dit ça pour déconner. Et ça fait des décennies qu'on sue pour pas un rond autour de ce charabia pendant que l'autre, là-haut, il se bidonne en nous regardant. Bon, si ça se trouve. Mais la poésie n'est pas faite par un, mais par tous, dirait mon queneau, après avoir piqué la formule à l'autre et Hamon. Ainsi, lire Voyelles d'Arthur Rimbaud, ce n'est pas lire de la poésie, c'est faire de la poésie. Proposer une grille de lecture, un point de vue, une clé pour ouvrir le mystère, c'est proposer un nouveau poème. Charge au lecteur de ce nouveau point de vue de s'en emparer pour produire à son tour sa part de poésie et d'interprétation et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps, lecteur, poète, poète-lecteur indissociable. Alors on cherche. On compte les voyelles sur chaque ligne, dans chaque quatrain. On lit à l'envers ou par transparence. Ah tiens, je crois que je tiens un truc. Dans Arthur Rimbaud, il y a 3 voyelles seulement, le A, le I et le U. Et dans le titre, comme par hasard, les 3 autres voyelles, le E, le Y et le O. Ainsi, si on prend juste l'expression voyelle d'Arthur Rimbaud, cette expression comporte toutes les voyelles. C'est peut-être ça leur naissance latente. Ou pas du tout. C'est à vous, amis poètes, de décider. Je vais d'ailleurs maintenant vous présenter 2 clés de lecture de ce poème, très différentes et poétiquement pertinentes. Celle de Cosmé, dans le roman de Guillaume Meurice, et celle de Robert Forisson, tristement célèbre pour s'être essayé, et avec quel dégât, à l'interprétation de l'histoire avec un grand H plutôt que d'en rester à l'interprétation toujours renouvelée et ne prétend à rien d'autre qu'à rêver de poésie. Robert Forisson donc a vu dans Voyelles de Rimbaud un texte d'un érotisme torride. Voyelles devait se lire voix-elle. Le A noir, qui débute le texte, était à voir comme un triangle noir, symbole de la toison pubienne. Le E blanc évoquait les seins blancs. Il faut quand même avoir beaucoup d'imagination pour voir dans ce E une paire de seins. Mais en observant le manuscrit de Rimbaud, l'hypothèse tient la route. Le I rouge symboliserait le sexe féminin. Le U vert, une chevelure, sûrement la partie la moins convaincante à mes yeux de la thèse. Et enfin le O bleu, surtout le haut du manuscrit, ferait référence à l'œil, fenêtre de l'âme. D'autres éléments du texte lui paraissaient soutenir son interprétation, cycle, sans cracher, rire des lèvres belles. Bon, restera à expliquer le coup des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels. Personnellement, je ne vois pas du tout. Bon, je n'ai pas lu l'essai de Forisson, mais je trouve son hypothèse plus que raisonnable. Mais pour enfoncer le clou sur Forisson,
Je dirais qu'en matière de poésie, on a toujours le droit de sélectionner les éléments du texte qui vont dans le sens de notre thèse, d'en ignorer d'autres, voire de falsifier ou de tordre certains mots pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. C'est même écrit dans la règle du jeu de la poésie. Mais pratiquer les mêmes abus dans des domaines comme l'histoire ou la politique est absolument disqualifiant. Passons donc à Cosmé. Dans un roman intitulé Cosmé, Guillaume Meurice raconte la vie de son ami Cosmé Olvera qui a passé une grande partie de ses nuits blanches à décortiquer Voyelle et l'autre partie à écrire ses propres poèmes et à inventer ses propres clés. Voilà comment Cosmé décrit le premier vers de Voyelle. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, Voyelle. Pour une entrée en matière, poétiquement ça déchire les yeux. Non mais allô quoi. T'es un poète de génie et tu nous ponds l'alexandrin le plus abracadabrantesque et antipoétique de toute la poésie ayant été écrite à ton époque. C'est quoi cette énumération de voyelles, sans même respecter l'ordre? C'est quoi cette association avec des non-couleurs et des couleurs? Tu as dû bien rire à les voir s'échiner à rendre cette chose la plus sérieuse du monde, et de parler de cahiers, d'écoliers, de coloriage et autres à peu près pour rassurer les profanes. C'est vrai que cette entrée en sonnet étonne. Il manque même une voyelle, à moins qu'on considère qu'elle a été cachée dans le dernier mot du vers, voyelle, et même dans le dernier mot du dernier vers, yeux. Et effectivement, les voyelles ne sont même pas dans l'ordre habituel. Et si elles l'étaient, ça ferait au vert. Ah, un point de plus pour Forisson. Si cette fois j'ai bien lu en entier le roman de Meurice, je ne vais pas ici le spoiler comme disent les petits jeunes ou le divulgacher comme dit le petit Robert. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce roman tout à fait original. Il est composé, aux surprises, de 6 chapitres. Le chapitre A, le E, le I, le U, le O et enfin le Y. Chaque chapitre est précédé par un poème original de Cosmé Olvera, le personnage principal du roman. Poème sur lequel on peut passer des jours entiers, chercher les énigmatiques clés, ou bien passer à la page suivante et se plonger dans le récit de sa vie trépidante. Je n'ai pas assez bien lu ce roman pour vous assurer que chaque poème et chaque chapitre entretient un rapport particulier avec la voyelle en tête de chapitre, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des lectures dans la lecture, des clins d'œil métatextuels, comme disent les petits savants. Contrairement à Forisson, Cosmé voit dans voyelle une métaphore biblique. Dans le premier vers du premier tercet, U, cycle, vibrement divin des mers virides, il y voit en particulier 3 fois la syllabe vi, vi, qui en chiffre romain donne 6. 666, le nombre de la bête serait caché dans ce vers. Évidemment, ce n'est pas le seul indice, sinon ça serait largement insuffisant, mais cette pièce à conviction s'inscrit dans un faisceau bien plus large de preuves, dont j'ai dit plus tôt que je n'en divulgacherai rien. Il y a notamment le clou du faisceau, que je vous laisserai découvrir, et qui laisse peu de doute sur le fait que Cosmé touche au vrai du voyelle de Rimbaud. Bon, d'accord, un autre petit indice de Cosmé. Allez. Sur le manuscrit de Rimbaud, cette fois, vous voyez la forme des D minuscules. On dirait des 6. Surtout quand on retourne le manuscrit. Un nouveau 666 se dévoile, et d'autres encore à d'autres endroits du texte. Bon, je n'en dis pas plus, sinon qu'il n'y a pas à choisir entre 2 interprétations que je viens de présenter succinctement, mais elles participent toutes 2 à une aventure poétique initiée par Rimbaud, ou peut-être par un autre avant lui. Le lecteur que je suis range le chapitre Y du roman Cosmé dans la catégorie poème. D'autres s'en serviront pour caler la table basse du salon, ce qui par conséquent ne nous a pas fait avancer d'un iota sur notre définition d'un poème. Je termine ce voyage au-dessus de voyelle en ajoutant qu'un tel exercice poétique prend toujours le risque de la surinterprétation en voyant des signes partout comme autant de théories du complot. Ah tiens, l'ami de Guillaume Meurice s'appelle Cosmé
Olvera. O-L-V-E-R-A. Mais si le L est écrit en minuscule et en script, il fait un I majuscule. Le V de Olvera pourrait bien lui aussi être un U un peu trop pointu. Alors si le R minuscule est lui aussi un Y travesti, Olvera est alors constitué exactement des 6 voyelles qui sont précisément les titres des 6 chapitres du roman, roman qui porte sur le poème Voyelles d'Arthur Rimbaud. Mouais, je dis ça, je dis rien. Revenons à Raymond et à ses 100 000 milliards de poèmes. L'astuce mathématique de ce livre, sur laquelle je reviendrai plus longuement dans une prochaine intervention, consiste à combiner des vers indépendants pour constituer à chaque fois un nouveau poème. Le premier vers, de la première page, pourra servir à débuter plusieurs poèmes, et une fois glissés certains petits volets sous le rabat, nous nous trouvons en face d'un nouveau poème. Le nombre de combinaisons possibles étant de 10 puissance 14, soit 100 000 milliards de poèmes. Personnellement, j'en compte plus que ça. Mais c'est Raymond qui a choisi le titre, et par là décidé de ceux qui en étaient et de ceux qui n'en étaient pas. Ce qui a fasciné mes élèves de l'époque, c'est le fait que si on choisit un poème au hasard, on est très probablement le premier humain à le lire. Ils étaient donc tous impatients de se lancer enfin, de se plonger dans un des 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, et ce fut celui-là. C'était à 5 o'clock que sortait la marquise, pour la mettre à sécher aux cornes des taureaux. Il se penchait alors à sa grande surprise, il chantait tout de même, oui, mais il chantait faux. Je me souviens encore de cette heure exquise, quand se carbonisait la fureur des châteaux. Un frère même bas et la part indécise, elle effraie le Berry, comme les Morvandiaux. Du Gange au Malabar, le lord anglais zozote comme à Chandernagore, le manant sans la crotte, lorsque Socrate mort, passait pour un lutin. On regrette à la fin les agrestes bicoques, exalte l'espagnol, les oreilles baroques, mais rien ne vaut griller le morceau de boudin. À la fin de la lecture, ils m'ont regardé, je les ai regardés, on s'est regardé. Ils m'ont dit « Et vous dites qu'il y en a 100 000 milliards comme ça ?» Je leur ai souri. Que pouvais-je faire d'autre ? À moi non plus, ces poèmes de Queneau ne me semblent pas très accessibles. Il doit manquer des clés, des refs, comme disent mes enfants. Il semble que chaque vers soit un monde à lui seul, un poème à lui seul, et qui, combiné aux autres, ouvre de nouvelles portes sur de nouveaux mondes. Oui, c'est bien beau, mais lesquels ? Alors, le premier vers, j'ai la ref. C'était à 5 o'clock que sortait la marquise. C'est André Breton, dans son manifeste du surréalisme, qui condamne la phrase « La marquise sortit à 5 heures » comme comble de la banalité ou des conventions romanesques à éviter à tout prix. Évidemment, des poètes joueurs en ont fait des premiers vers de sonnets, des clins d'œil glissés au milieu d'un texte et même des titres de romans. Donc, le premier vers, je tiens un truc. Pour les autres, en revanche, il va falloir apprendre à lire. Et ça peut être très long. Juste un mot, sur le premier vers du deuxième quatrain, je me souviens encore de cette heure exquise. Le E de encore a disparu. Raymond sort ici son joker poétique pour éviter un pied de trop à son alexandrin. Mais il nous recolle un E inventé à exquise. Pur jeu poétique, on s'arrange avec l'orthographe pour réinventer la langue. C'est dans Asie, dans le métro, que Queneau fait ça avec merveille. Et concernant ce vers, ça permet donc à la césure de tomber à l'hémistiche. Non, ce n'est pas une contrepétrie. Je me souviens encore 6 de cette heure exquise 6. Voilà un verre bien équilibré, à moitié plein, à moitié plein. Et c'est donc suite à cette expérience que je me suis mis en tête d'écrire 100 000 milliards de nouveaux poèmes que je voulais plus accessibles. Et puis, je vous le cache pas que ça a un peu dérapé. Mais ceci est une toute autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois. Pour l'heure, il est temps de plonger, pour conclure cette discussion, dans ce cher charabia qu'est la disparition de Georges Perec.